Bonjour, il me fait plaisir aujourd'hui de venir vous parler de ménopause à travers un livre que j'ai lu d'une auteure qui est médecin, obstétricienne, gynécologue, qui a écrit plusieurs livres sur la santé des femmes et aussi beaucoup de livres sur la ménopause. J'ai ici un de ses livres, La sagesse de la ménopause. C'est Christiane Northrup. Je crois que ce livre-là est sorti ils ont sorti la 4e édition. Je crois que moi, j'ai la 2e. Ce que j'aime beaucoup de ce livre-là, c'est la vision qu'elle a de la ménopause. Parce que selon l'auteur, c'est plus une phase évolutive qui, pour elle, est même excitante parce que on peut profiter de cette étape de vie-là pour apporter des changements, puis peut-être à l'occasion redonner une nouvelle direction à notre vie pour qu'elle soit plus en cohérence avec qui on est à ce moment-là de notre vie. Vous savez, la ménopause n'a pas très bonne presse auprès des femmes parce que c'est comme si on perdait le contrôle de notre corps. C'est comme si parce qu'il y a des changements hormonaux, tout d'un coup, on perdait le contrôle de nos émotions, on perdait un peu le contrôle aussi physiologiquement de notre corps. Et pourtant, la ménopause, dans certaines cultures, ne se fait pas sentir comme chez nous au niveau des symptômes. Par exemple, au Japon, le seul symptôme qu'ils ont pour la ménopause, c'est l'arrêt des menstruations. Ils n'ont pas d'autres symptômes. C'est quand même surprenant de voir à quel point c'est peut être différent de nous ici. Je crois qu'en Chine, ils parlent de peut-être des douleurs musculaires que j'ai lues. Ça semble être le seul symptôme avec l'arrêt des menstruations. Donc, ça peut nous apporter à se questionner pour voir aussi pourquoi par chez nous, les symptômes sont beaucoup plus nombreux que ça. Une explication que donne le docteur Christiane sur les changements d'humeur et peut-être même les irritations, le fait aussi que certaines femmes, tout dépendant, ça peut être différent d'une femme à l'autre, mais on sait qu'il y a des femmes qui vont sentir peut-être plus d'irritabilité, d'autres plus d'anxiété, certaines vont sentir plus un état dépressif aussi. C'est différent d'une personne à l'autre au niveau de l'humeur. Puis la façon qu'elle explique ça, c'est comme si le fait que l'arrêt des menstruations, donc un peu comme un dérèglement hormonal, amène comme un soulèvement, elle appelle le soulèvement du voile des hormones, qui amène la femme à plus ressentir fortement tout ce qui est peut-être certaines injustices dans sa vie ou à ressentir plus les incohérences, à les ressentir plus fortement. Elle explique que quand on est dans le cycle hormonal de la procréation, donc avant la ménopause, ces hormones-là vont nous amener à être plus davantage en lien avec le besoin des autres, prendre soin des autres. Tandis que quand ces hormones-là arrêtent où il y a une transformation au niveau hormonal et que là, la femme, avec l'arrêt des menstruations, ne procréera plus, c'est comme si ce besoin-là se transforme et est différent. Et comme cette période-là peut amener la femme à ressentir davantage d'injustice ou toutes des émotions qu'elle n'a pas exprimées pendant sa vie, puis qui là prennent comme s'ils prennent plus d'ampleur, bien ça va l'amener à les vivre peut-être d'une façon plus intense, parce que là, c'est comme si il y a comme une urgence ou un plus grand besoin d'exprimer ces émotions-là, de rectifier certaines choses aussi. Comme si dans cette période-là, tous les désirs peut-être que elle avait envie, ben, qu'elle a enfoui, qu'elle a tassé, ou même toutes les émotions, ben là, ça refait surface.
Et ça peut aussi refaire surface et tout dépendant comment on va l'utiliser, on peut l'utiliser pour aller voir où on en est justement dans notre vie, puis qu'est-ce aussi qu'on a peut-être tassé comme émotion, qu'on a peut-être écrasé, qu'on n'a pas voulu voir, puis que là se manifeste. Donc des fois en arrière de la première émotion qu'on ressent ou de la première irritabilité qu'on va nommer, si on creuse, on va voir en arrière, des fois il y a d'autres émotions qui sont cachées, qui sont enfouies et qu'on a enfouies depuis plusieurs années et que là, avec le changement hormonal, refont surface. Ici, on continue à les taire et on continue à pas vouloir les regarder parce que bien sûr, quand on regarde ces émotions-là ou qu'on regarde certaines choses dans notre vie qui nous conviennent plus, bien c'est sûr que ça a un impact aussi sur l'environnement, sur nos relations qui sont alentour de nous. Donc, si on choisit de continuer à se taire et à taire nos besoins personnels ou qu'est-ce qui va se manifester en nous qui aurait besoin d'être plus en équilibre, si on continue à le taire et à faire comme s'il n'était pas là, bien là, ça va finir par passer par le corps physique où lui va le crier par des problèmes de santé ou des maladies. Selon l'auteur, elle explique le fait qu'après la quarantaine, les maladies vont augmenter chez les femmes et elle explique cette situation-là pas seulement à cause de l'âge, mais beaucoup plus à cause de toutes ces émotions-là qui ont été refoulées depuis tant d'années et qui là sont comme trop, il y a comme eu trop d'accumulation et là vont refaire surface. Donc, de résoudre ces vieux conflits-là, de libérer les émotions reliées à ces vieux conflits-là et des fois de rectifier certaines façons de fonctionner dans notre vie, d'installer des nouvelles limites qu'on a envie d'installer ou des nouvelles façons de vivre qu'on a envie d'exprimer, de vivre. Alors, d'installer ça dans notre vie va aider à ce que cette période-là de la ménopause soit plus une période qui nous amène à exprimer le côté créatif de qui on est, de résoudre vos vieux conflits, de libérer les émotions aussi reliées à des vieilles blessures ou à des non-dits, de trouver des nouvelles façons aussi de fonctionner dans nos relations qui vont mieux nous convenir, va favoriser notre épanouissement personnel dans cette deuxième partie-là de notre vie. Pour arriver à ça, il faut premièrement se responsabiliser. Se responsabiliser de ce qui a été installé dans notre vie. Se responsabiliser, c'est pas se culpabiliser, c'est se responsabiliser, c'est voir qu'est-ce qu'on a entretenu dans notre vie, malgré le fait que ça ne nous convenait plus. C'est important d'aller le voir pour comprendre aussi en même temps ce qui nous a poussé à ce moment-là à entretenir certaines choses qui ne nous convenaient plus. Alors, si on se responsabilise d'une part d'avoir gardé certaines choses, de ne pas nous avoir choisi à certains moments de notre vie, bien, ça nous donne, quand on se responsabilise, on peut reprendre le pouvoir de notre vie et on peut amener des changements. Parce qu'on passe on sort de la position de victime. Parce que c'est ça, se responsabiliser, c'est sortir de la position de victime. Et pour certaines personnes, la position de victime est confortable parce que on a comme le bon côté de la situation, tandis que l'autre ou le travail ou les relations, la famille ont le mauvais côté de l'histoire, ont le mauvais rôle. Sauf qu'il faut être conscient qu'à long terme, cette position-là de victime nous enlève notre pouvoir de transformation, notre pouvoir de prendre des décisions différentes et de faire des changements qui nous conviennent plus dans notre vie. Pour favoriser l'épanouissement de cette deuxième partie de notre vie, il faut aussi accueillir les changements qui vont s'opérer dans notre vie. Puis, dans l'accueil des changements,
de ce qui va s'en venir. Il y a aussi certains deuils de ce que notre vie a été, puis peut-être des deuils de ce qu'on aurait aimé que ce soit. Des deuils de nos rêveries. Les rêveries qu'on avait, qu'on entretenait en se disant « Ah, ben si cette personne-là changeait, ben peut-être que ma vie serait différente. Si elle pensait différemment ou elle avait des comportements différents, peut-être que je vivrais différemment ma vie. » Alors, c'est de laisser aller ces rêveries-là et de faire le deuil de cette partie-là, peut-être de notre vie qui n'a pas été comme on aurait aimé. Et d'accueillir ces émotions-là en nous pour les laisser passer, puis les laisser s'exprimer. En fait, les changements de notre vie vont s'opérer à partir de nous. Parce que nous, on va faire des changements. On va enclencher des choses. Et non de rester dans l'attente que quelqu'un change pour ensuite nous permettre de mieux vivre notre vie. Donc, toutes ces transformations-là au niveau émotionnel, tout ce qu'on vit pendant la ménopause, peuvent être des signes à utiliser aussi, et non juste se dire « Ah, c'est les hormones, il faut faire quelque chose, il faut que je travaille sur mes hormones, il faut que je rééquilibre mon système hormonal. » Ben des fois, c'est d'aller voir les messages qui se cachent en arrière et d'aller voir plus profondément ce que ça veut dire pour nous. Puis c'est une belle occasion parce que ça peut permettre beaucoup de libération, puis ça peut permettre des beaux réajustements pour les prochaines années de notre vie. Vous savez, l'auteure du livre fait un lien entre les SPM et la ménopause. Elle fait souvent le lien que les personnes qui vont avoir eu des SPM forts, c'est un peu comme les personnes qui ont des symptômes de la ménopause très forts aussi. Parce que les SPM peuvent être aussi des signes qu'il y a des réajustements ou des rééquilibres à aller faire dans notre vie. Bien sûr, on les ressent à un moment, tu sais, c'est un cycle, ça revient. Et quand on le vit fortement. Mais ça peut être l'indication que quand ça retombe, que là, les règles débutent et ensuite, bon, vous tombez dans votre cycle normal, on dirait que ça s'apaise, on est plus ample, on est plus calme. Mais c'est le moment idéal pour aller voir ce qui s'est passé pendant les SPM et aller voir ce qu'il y a en arrière. Parce que c'est ça en réalité. Peut-être qu'il y a quelque chose d'enfant en arrière, une insatisfaction, un manque de temps pour soi. Par exemple, moi, j'avais pas de SPM pendant mon adolescence, quand j'ai eu mes règles. Ça a commencé à peu près à 30 ans. Puis, ça a duré peut-être 10 ans à avoir quand même des SPM où l'humeur changeait vraiment, puis j'avais des charges émotives fortes. Puis, je me suis questionnée parce que même si j'avais des charges émotives fortes, puis, tu sais, je me trouvais quand même parfois intense, mais je me disais que c'était quand même agréable parce qu'on dirait qu'à ce moment-là, je me permettais de dire ce que j'avais envie de dire, puis d'aller au bout de mon idée, puis je me sentais comme assez forte pour le faire. Tandis que quand j'étais pas dans cette période-là, on dirait que j'étais moins à l'aise et je me tassais plus facilement ou j'affirmais moins ce que j'avais envie de dire jusqu'au bout si je sentais qu'il n'y avait pas de l'autre côté, il n'y avait pas de réception ou que la personne n'était pas d'accord pour éviter le conflit, ben je me tassais plus facilement. Donc, ça m'a amené à réaliser que dans le fond, je devais continuer à prendre ma place quand même et je devais aller au bout de mes idées, même si la personne, ça faisait pas son affaire, mais il y avait des façons de le dire. Et ça m'a amené à le faire. Pas juste à attendre que je sois en SPM pour que je l'élan, mais que je le faisais tout le temps. Et ça l'a beaucoup apaisé mes SPM. Comme si elles n'avaient plus de raison d'être aussi intenses. Et je vous dirais que depuis les 10 dernières années, j'en ai pratiquement pas. J'ai pas de saute d'humeur, j'ai un peu d'irritabilité, mais c'est tout. Donc, c'est aussi des signes. C'est pas toujours de séparer le corps physique, les hormones, puis
Puis, tu sais, comme si parce que là, on est en SPM, c'est vraiment que les hormones et ça n'a rien à voir avec ce que l'on vit. Oui, ça peut être en lien aussi avec ce que l'on vit, puis que les hormones le rendent plus fort, mais ça reste quand même qu'il y a une insatisfaction qui a besoin d'être mise en lumière parce que sinon, elle va s'accumuler, et là, à la préménopause, va devenir encore plus explosive parce qu'il y a une accumulation de toutes ces frustrations-là. Donc, il faut les exprimer, il faut les libérer. Je travaille beaucoup avec le EFT pour faire cette libération émotionnelle-là. Le EFT, j'en parle sur mon site Internet. Si vous voulez aller voir ce que c'est, vous pouvez aller sur mon site Internet. Alors, il faut trouver une façon de libérer ces émotions-là, d'accueillir ces émotions-là pour, des fois, rééquilibrer certains moments de notre vie. Donc, à la lumière de ce que je viens de vous transmettre, à la lumière du livre du docteur Christian, peut-être que finalement, tu sais, la ménopause, on a à première vue l'impression que c'est pas un cadeau, mais peut-être que si on l'utilise, ce processus-là différemment, qu'on se regarde différemment pendant cette période-là, qu'on fait des réajustements de tout ce qui a besoin d'être réajusté dans notre vie, bien peut-être que finalement, au bout du compte, ça va devenir un beau cadeau qu'on va s'être fait, d'avoir pris le temps de vivre cette période-là avec de l'introspection, de la bienveillance, de nous permettre d'être plus en cohérence avec qui on est, dans le respect de nos limites et dans le respect de notre créativité qui a besoin de s'exprimer. Puis peut-être que ça va être une belle occasion pendant cette deuxième partie-là de votre vie de vous permettre de réaliser vos rêves que vous avez à l'intérieur de vous, peu importe de quel type ils sont. Bien, c'est l'occasion d'aller tasser toutes les croyances ou les peurs qui empêchent de vous réaliser. Maintenant que vous avez développé une certaine sagesse et que vous avez été capable d'aller voir à l'intérieur de vous ce que vous avez bloqué pendant les dernières années, avant la ménopause, tout ce qui a été bloqué, qui n'a pas été exprimé, bien là, c'est une belle occasion de faire une rectification pour la deuxième partie de votre vie qui s'amorce.